Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Katia Lebrun, numérologue, et voici mon index ABC. Ravi de vous accueillir pour vous présenter le portrait de Katia installée sur les canapés. Bonjour Katia. Bonjour Marc. Bonjour 8. Bonjour 8. 8 que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Que nous sommes. Que vous vivez bien ou pas? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. De mieux en mieux. Ouais. De mieux en mieux. J'ai toujours entendu que en numérologie, parce que ça va être un des angles que l'on va aborder, mais vous allez voir que sur la palette d'accompagnement que vous suggère Katia, il y a tellement d'autres choses. Mais j'ai toujours entendu qu'il y avait une double face du 8. C'est-à-dire que ça peut être un 8 formidable comme un 8 presque catastrophique. Ouais, c'est les deux. Après, c'est ce graphisme aussi. Hein. Il y a les deux ronds l'un sur l'autre. Oui. Donc, il y a le 8 du bas, il y a le 8 du haut, il y a le 8 qui va être très matériel, il y a le 8 qui va être très éthérique. Il y a le 8 qui va être violent, parce qu'en colère, parce que frustré, parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Le 8, c'est l'énergie de la violence aussi. Donc, c'est le 8 qui va subir de la violence dans tous ses états. Qui peut générer de la colère aussi par derrière, c'est tout ça le 8. Quand on regarde votre parcours de vie, je l'ai sous les yeux parce qu'on a préparé cette émission, vous êtes 8 à 100%. Ouais. Parce que tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est votre histoire. Ouais. Dans les menus détails, ouais. Tout à fait, ouais. Et vous acceptez aujourd'hui d'en parler facilement? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Même à mes clients, j'en parle, bien sûr. En tout cas, là, aujourd'hui, ça va être chose faite. Hein. Tout le monde va voir et tout le monde va savoir. Bon. Bon. Alors, c'est très drôle parce que vous savez que tous ceux qui font leur index, ils ont ce qu'on appelle une fiche de production et il y a des petites questions pour préparer l'émission. Et quand on vous demande de vous qualifier, vous dites comment se qualifier, se définir lorsque nous parlons de l'être. Ouais. Ça a été difficile pour vous? J'ai mis énormément de temps à faire le questionnaire parce que... dans le faire, c'est très facile, je trouve, de parler du « je fais ci, je fais ça », etc. Qui suis-je? C'est extrêmement... Est-ce que c'est le petit jeu? Est-ce que c'est le personnage? Est-ce que c'est l'être? Est-ce que c'est l'âme? Qui parle? Qui est? Et non, oui, effectivement, je me suis un peu... Torturé les méninges. Ouais. Et qui a rempli le questionnaire alors? Tous mes 8, déjà. Tous mes 8. Ouais. Le petit jeu aussi. L'âme aussi, l'être que je suis. La numérologue, la lectrice d'Annales akashiques, la femme, l'enfant. C'est tout le monde. J'ai ramené tout le monde là. Vous avez mis quelques secondes d'interruption dans ce programme juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, et on va comprendre pourquoi, est-ce que vous êtes une femme apaisée? De plus en plus. Une thérapeute en conscience apaisée? Alors, de plus en plus, et j'espère l'être enfin, en tout cas, dans la thérapie, je le suis parce que je ne suis plus et pas dans mes blessures. Okay. Il y a, en maïeusthésie, on dit être distinct sans être distant. Donc, il y a cette distance de « je ne suis pas le trauma de l'autre » et le trauma de l'autre ne vient pas se refléter sur moi avec des effets miroirs, etc.
mais sans distance. Il y a sa distinction sans distance, c'est-à-dire qu'il faut une proximité des êtres, à mon sens. Hein. C'est comme ça que je vois la thérapie. Il faut une proximité des êtres pour pouvoir être dans la magie de l'être, en fait. Alors, proximité des êtres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux pleurer. Moi, je peux pleurer. Pour quelqu'un? Pour un client? Oui, mais alors, pleurer, je vais pas pleurer genre « Oh, mon pauvre, t'es dans la merde, etc. » Non, mais dans ce qui est à l'œuvre, dans la vie qui est à l'œuvre et dans ce qui opère dans une séance, et de voir des larmes, mais parce qu'on retrouve l'enfant qu'on était, parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'on voit une petite lumière dans les yeux. Et ça me touche. Et je pleure et je pense que, en tout cas, moi, je l'ai vécu quand j'ai été formée, de voir la reconnaissance de ce que je suis dans l'œil du thérapeute. Et j'ai pleuré en voyant la personne qui était en face de moi avec une larme et de se dire, ouais, mais en fait, c'est moi. Et j'ai été touchée de moi par le regard du thérapeute. Vous êtes un buvard. Non, je dirais pas buvard, parce que buvard, ça veut dire qu'on s'imprègne de... Sauf que l'émotion de l'autre a suscité de l'émotion chez vous. Oui, mais voilà, mais ça va pas m'impacter. Ça va pas vous impacter. Ça va pas me faire vaciller. Souvent, on entend dire que c'est précisément la distance qu'il doit y avoir entre le client et le thérapeute. Pas pour moi. Ok. Ça, c'est un truc, voilà. Et franchement, et le jour où je n'aurai plus cette émotion qui vient... C'est presque fusionnel quand on vous entend. Quand vous êtes en séance, on a l'impression qu'il y a presque une fusion entre... Ah ouais, mais alors après, il y a des moments où en séance, je sais que je suis chez l'autre. Par exemple, quand on est en maïeusthésie, vraiment dans l'ucrotopie, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vois les êtres et je sais qu'est-ce qui va être dit. C'est comme si je mettais ma conscience chez l'autre. Donc, si on peut l'appeler fusion, si chacun y met son terme avec sa carte du monde, mais je suis chez l'autre. Bah, c'est puissant et violent pour le coup, alors. Violent, non. Pour vous? Non. Non, ça va? Non, franchement, et le jour où je le serai plus, il faudra que j'arrête. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que ce discours-là, dans l'index, on l'entend pas très souvent. On parle plus, j'entends plus de « gardons le détachement ». Il peut y avoir entre le client et le praticien ou l'énergéticienne, thérapeute et autres. Et pas nécessairement on a l'impression que vous habitez complètement la situation, quoi. Vous vivez complètement la situation au moment où vous la recevez. Oui, mais vraiment, c'est ça. Alors après, effectivement, j'ai commencé avec la maïeusthésie où c'était vraiment être dans cette proximité de l'être. Et peut-être que je me suis formatée un petit peu comme ça. Et du coup, je l'ai gardé dans tout. Enfin, quand on est dans un livre de vie de lecture akashique, excusez-moi le terme, mais on s'en prend plein la gueule quand même. Hein. On vit le truc, on voit des choses qui sont pas fortes, on les perçoit, on les ressent, on les sent, on est dedans, quoi. Hein. Alors, on va comprendre évidemment au travers de votre parcours de vie, mais je le disais, c'était assez compliqué. Je peux comprendre que remplir cette fiche de production n'était pas simple, parce qu'on a estampillé, parce qu'il faut bien mettre un titre, on a mis numérologue. Mais il y a des tas d'autres champs d'action sur lesquels vous pouvez intervenir. Vous avez évoqué les annales akashiques, la constellation familiale, la maïeusthésie, la guidance, l'énergétique, le diamant de naissance. Alors ça, je ne connaissais pas du tout, vous allez nous expliquer tout ça. En tout cas, vous en avez choisi un numérologue, la numérologie, parce que c'est peut-être le truc par lequel vous avez commencé, la pratique. Non, c'est pas par ça que vous avez commencé. J'ai démarré avec la maïeusthésie, et puis voilà, comme moi j'ai du 5 dans mon arbre personnel, j'ai besoin de variété, j'ai besoin de diversité. Donc, dès que j'ai une approche et que je la maîtrise, il faut que je passe à autre chose. Donc, voilà. La maïeusthésie, c'est ? La maïeusthésie, c'est un processus thérapeutique bref, humaniste. Donc, on n'est pas 5 ans sur le fauteuil. Ce sont des séances qui durent 1h30 à peu près, mais c'est des séances qui sont assez intenses, puissantes, puisque... j'aime beaucoup cette expression en maïeusthésie, on appelle ça dérouler le fil de soi. C'est-à-dire que voilà, vous arrivez avec votre problématique, c'est comme si une espèce de grosse bobine comme ça, inextricable, où voilà, je ne sais pas comment je fais ça depuis des années, je ne comprends pas. Voilà. Pourquoi et comment. Et du coup, on prend la bobine et on tire le fil. Et on tire le fil de soi. Et c'est vraiment ça, c'est qu'il y a énormément de délicatesse dans la maïeusthésie, et par un processus de
de communication, de questions, de réponses, etc., eh bien, on va à la genèse, à l'origine de qu'est-ce qui fait que ma problématique, c'est ci et c'est ça. Donc, bien évidemment, dans 95% des cas, on arrive dans l'enfance. Et là, on fait ce qu'on appelle de la métaposition, c'est-à-dire que l'adulte, la personne que vous êtes là maintenant, va aller rencontrer l'enfant qu'il était. L'enfant que vous étiez. Et donc, c'est ce qu'on appelle voilà. Et l'adulte, hein, alors ça se fait dans la tête, bien sûr, c'est de la visualisation. Mais voilà, c'est comme si voilà, vous êtes là et puis on parlait de la colère tout à l'heure, le petit garçon qui était en colère, voilà, vous le voyez, est-ce qu'il y a une image, une sensation? Ah bah oui, je me souviens bien la fois où clac. Et là, bah ok, bah voilà, portez votre attention dessus, regardez-le. Comment c'est pour toi? Et une fois qu'on a identifié ça, quelle est la suite? Comment La vous suite, intervenez? eh bien, il y a tout un processus de discussion entre l'homme que vous êtes et l'enfant que vous étiez. Ok. L'enfant qui, peut-être pour la première fois, va être vu, va être entendu, va être reconnu, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Nos traumas, ce n'est que ce qui n'a pas été vu, qui a été balayé de côté. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Et c'est déjà, premièrement, la reconnaissance de « ouais, ça a été dur pour toi ». Et encore une fois, sans sombrer dans le pathos. Hein. On n'est pas là pour aller dans le pathos. On n'est pas là pour aller dans les faits, parce que aller dire à une petite fille qui a été violée à 3 ans « Ah, ça a été dur pour toi ». Enfin, comment c'est pas possible de faire des choses pareilles. Mais de l'accueillir dans comment ça a été pour elle, comment elle l'a vécu, comment elle l'a ressenti. Et voilà. Et il se passe quelque chose. Et l'objectif, eh bien, cette part de vous que vous avez, hein, vous voyez, le truc, je sais que c'est là, mais c'est sous le tapis et je veux pas le voir. Ouais. Eh bien, par ce biais de rencontre, de reconnaissance, eh bien, il y a ce qu'on appelle une réhabilitation et vous ramenez à l'intérieur de vous cette part-là. Donc, vous avez commencé par cette pratique-là? Ouais. Vous êtes formé à cette pratique-là? Oui. Et ça a dû évidemment susciter des tas de choses en vous, parce que aller à la rencontre de la petite fille et connaissant votre histoire qu'on peut évoquer brièvement, ça n'a pas dû être simple. Ça a été, ouais, parce que quand on se forme, on est stagiaire, mais on devient aussi client, donc ça va dans les deux sens. Hein. J'avais démarré avant, mais voilà, avec ce que j'ai vécu, c'est des choses qu'on rencontre pour, à un moment donné, être apaisé, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous avez pris évidemment l'exemple de la petite fille que vous évoquiez là. Ouais. Et vous avez mis 30 ans à accepter ça, enfin, à comprendre ça. Déjà, j'ai eu une amnésie traumatique. Hein. Donc, avant que ça revienne, ça a pris du temps. Et puis après, comme on a une amnésie traumatique et on a des souvenirs, mais on n'a pas tous les souvenirs, donc est-ce que je fabule? Est-ce que c'est mon mental qui imagine, etc. Et c'est grave d'accuser quelqu'un, surtout quelqu'un de sa famille, et de se dire, tu sais, papy, il n'a pas été gentil avec moi. Donc, je me suis tue. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis, voilà, le corps, hein, il y a de l'énergétique, le corps parlait, il y avait tout un tas de choses. Et à un moment donné, ça devient une évidence. Est-ce que ce travail sur soi, quand vous commencez à le faire, nécessite d'être en frontal Qu'est-ce avec que vous la appelez personne? Non, parce que moi, il était décédé. Il était décédé. Donc, pas de frontal. Est-ce que les gens qui nous regardent et qui, peut-être les femmes qui auraient subi ce que vous avez subi, est-ce que vous leur conseilleriez d'être en frontal à un moment donné? C'est assez propre à chacun. Ça, c'est. Est-ce que dans les pratiques comme la maïesthésie, par exemple, on suggère ça ou pas? Alors, en frontal, oui, mais dans cette uchrotopie, dans cet espace, c'est difficile parce que c'est hors temps et hors espace. Hein. L'homme que vous êtes va rencontrer l'enfant que vous étiez. On est dans un espace où il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Et dans cet espace-là, effectivement, on peut faire venir l'homme qui était le père, le grand-père, accessoirement le violeur, hein, et de façon à ce que l'enfant puisse dire quelque chose à son... Et moi, je l'ai fait, hein, et c'est vrai que ça apporte des choses. Ça vous a aidé? Oui. Après, voilà, moi, c'est cette histoire-là, mais il y a eu d'autres histoires où, effectivement, on fait venir le parent pas aimant, le père abandonnique, la mère violente, etc., pour que l'enfant puisse, à un moment donné, dire et verbaliser ce qui n'a pas pu être dit à un moment donné. Et pour refermer la parenthèse de votre histoire, évidemment, et on comprend assez aisément, et c'est pas la peine de rentrer plus dans le détail, mais quand vous parlez de vos parents, quand vous parlez de votre père qui effectivement est absent, votre maman qui est dépressive, hein, et qui est, voilà,
et tout ce cadre familial qui est quand même extrêmement anxiogène dans ce que l'on comprend et ce que l'on entend dans vos propos. C'est incroyable de voir qu'il y a même des synchronicités ou des schémas répétitifs qui existent dans votre vie de femme, d'adulte. Ouais. Ah oui, il y en a eu énormément. Des divorces, Ouais. vous avez vos enfants. Ouais. Puis donc deux divorces à mon actif et à chaque fois je divorce quand l'enfant a 3 ans. Et mes parents ont divorcé quand moi j'avais 3 ans. Ting, 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 ting. Mais au départ, on comprend pas, hein, on est avec des 8. Hein. Bien sûr, bien sûr. On est en colère. Et on est dans le tourbillon. On est en colère contre la vie, les hommes sont tous des connards, etc., etc. Et puis à un moment donné, on se dit, attends, cocotte, alors que tu commences à te regarder le nombril, hein, sans être égotique, mais parce que... Remets-toi en question. Remets-toi en question. Tu fais partie de l'équation. Donc, c'est facile de rejeter la responsabilité sur les autres. À un moment donné, il faut te regarder, quoi. Et c'est là que ça... Est-ce que ça, on doit le dire à tout le monde, là, à tous ceux qui nous regardent? Ah bah C'est-à-dire, sortez de la victimisation. En fait, c'est ça, en 2 mots, c'est sortez de la victimisation, remettez-vous en question. Si les choses ne vont pas bien dans votre vie, c'est que vous y êtes sans doute pour quelque chose. Indubitablement. Alors ça, pour moi, c'est... Après, attention, hein, c'est peut-être un peu violent ce que je dis, hein, mais pour moi, c'est essentiel. À un moment donné, tout n'est pas... Enfin, nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Une relation, c'est être à 2. On ne peut pas dire que tout vient de la responsabilité, de la faute de l'autre. C'est pas vrai, c'est pas possible, ça. Donc, et alors, étonnamment et paradoxalement, en discutant un petit peu hors antenne, quand on part de ce postulat-là que de dire que effectivement les torts sont partagés. C'est ce que vous dites. Alors, et je parle pas de tort. Je dis pas que ce sont des torts. En tout cas, la responsabilité. Oui. Chacun a une responsabilité. Oui, tout à fait. Donc, si on part de ce postulat-là, le pardon devrait arriver facilement. Oui. Ce qui n'est pas votre cas. Non, non, mais enfin, aller pardonner un vieux monsieur à une petite fille de 3 ans parce que ça ébranle, hein. Faut pas se leurrer, ça ébranle, hein. Et au jour d'aujourd'hui, il y a des moments où je ne peux pas faire certaines choses. Je ne peux pas m'habiller de certaines manières quand je sors. Il y a des choses que je ne peux pas encore faire. D'accord. Donc vous êtes toujours en processus, j'ai envie de dire, en chemin. C'est le chemin. C'est le chemin. Et c'est le chemin d'une vie. En tout cas, la maïosthésie vous a aidé, les annales akashiques, les constellations familiales. Vous êtes en train de vous former aux constellations familiales aussi. Et ça, évidemment, c'est une approche incroyable, extraordinaire. Et la numérologie. Quand la numérologie arrive dans votre vie, alors elle est arrivée, il n'y a pas très très longtemps, elle est arrivée il y a 3 ans à peu près. Et avec la justesse des nombres, la numérologie se déploie de plus en plus, on commence à regarder des bouquins, etc. Et donc, je me suis formée à la numérologie stratégique de Lydie Castel. Et ça a été une révélation. Vraiment, mais même pour moi, hein, qui suis en chemin, etc., ça c'est venu valider des choses. À chaque fois qu'il y a quelqu'un en numéro, je me dis, je vais rien vous apprendre. Merde. Ambiance. Je vais rien vous apprendre. Non, parce qu'en fait, on le sait à l'intérieur. Sauf que t'es nul, t'es pas capable, tu sais pas faire, tu vas pas y arriver. Et poum, 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 à un moment donné, on perd tous nos potentiels. Et vraiment, il y a pas très très longtemps, Lydie a changé un peu son... En tout cas, elle a mis un terme que j'aime beaucoup, c'est activateur de potentiel. Et pour moi, la numérologie, c'est ça. C'est vraiment de ramener, de dire, tu vois, ça, parce que t'as du 3, parce que t'as du 8, etc. Et ben, t'as tout ça. Et c'est juste de conforter et de valider. Et les gens, souvent, me disent, mais en fait, je le sais au fond de moi. Bah, bien sûr, c'est toi. Je parle de toi. Je parle pas de moi, je parle de toi. Donc, bien sûr que tu le sais. Mais quelqu'un qui est extérieur, qui n'a pas d'affect, qui est complètement extérieur, qui vous connaît pas et qui vous dit, bon, alors, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça, là, ça pose quelque chose. Là, ça a une espèce de validation, d'ancrage, quelque part, de se dire, ouais, non, c'est bon, je suis comme ça. Alors, pour le coup, qu'est-ce que la numérologie a révélé de vous? Mon côté guérisseur de l'âme. Est venu me valider dans mon côté guérisseur de l'âme. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Donc, 8, syndrome de l'imposteur, à fond les ballons. Qui passe au fur et à mesure du temps. Mais il y a quelques années de ça, je fais une lecture d'âme avec un monsieur me fait une lecture d'âme. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Et avec mon gros syndrome de l'imposteur de ce moment-là, je lui dis, moi, un rêve de petite fille, je voudrais guérir les âmes. Le gars me dit, eh ben, vous êtes bien prétentieuse. Pour une fois
que j'essaye de sortir un Vous peu la tête de osez l'eau, que j'ose. dire Et là, ce que vous avez en vous. Et voilà. Mais je suis dans mon processus, dans mon cheminement, j'ai pas confiance en moi et je laisse mon pouvoir à l'autre. Je prends ma responsabilité. J'ai laissé mon pouvoir à l'autre. Et là, j'ai dit, bon, je repars un peu comme ça, etc. Mais je continue quand même, je continue quand même. Et puis le jour, enfin quand on a fait ces 2 modules de formation en numérologie, donc 3-8 dans mon arbre personnel, donc guérisseur de l'âme dans mon besoin de travail, dans mon chemin de vie, etc., dans mon tempérament. Et Lydie, on était 16 autour de la table, et Lydie dit, mais s'il y en a une qui est guérisseur de l'âme ici, c'est Katia. Mais j'en aurais pleuré, hein. Vraiment, j'en aurais pleuré parce que... Une belle confirmation. Ouais. Ouais. Et là, je me suis dit, non, c'est bon. Et je suis à ma place. Qu'est-ce que ça veut dire, guérisseur de l'âme? Guérisseur de l'âme, eh ben, on est Pour vraiment vous? au cœur de l'être. C'est vraiment aller dans les profondeurs, dans les origines des blessures, pour amener... j'ai beaucoup aimé ce mot que vous avez dit tout à l'heure, cette notion d'être en paix. Avec soi, avec les autres, avec le monde, avec l'univers. Hein, parce que quand on est des 8, hein, des fois, on peste. Ouais, c'est dégueulasse, hein. Être en paix avec tout ça. Et vous l'êtes? De plus en plus. De plus en plus. Je pense que c'est un... Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire « je le suis ». Je pense que c'est le cheminement d'une vie que de chercher cette paix. Complètement. Et notamment cette paix intérieure. Ouais, c'est le Saint Graal pour moi. Je pense. Ouais. Je pense. Ouais. Donc, à défaut de l'avoir à 100% pour vous, vous allez peut-être essayer de faire en sorte que les autres puissent le toucher aussi. Et l'incarner. Et l'incarner, évidemment. Donc, la numérologie vous a aidé à ça. Ouais. On a vu les annales akashiques. Alors, les annales akashiques, moi, je suis absolument fasciné aussi par cette méthode. Vous êtes médium? J'ai du mal encore, vous voyez, mon petit syndrome de l'imposteur. Et donc, oui, je le suis en étant dans les annales et voir ce que je vois. J'ai pas de support, j'ai rien, je me connecte et poum. Vous canalisez. Voilà. Je canalise et ça arrive. Donc, oui, mais encore une fois, ça, c'est des conditionnements ah ouais, pour moi, c'est pareil, c'était quelque chose, je le regardais d'en haut et aujourd'hui, je suis là. Et donc, oui, je le dis, mais il y a encore un petit peu de... Mais... Ce que je trouve assez fascinant, Katia, dans votre approche et la manière dont vous exprimez les choses, c'est que vous n'êtes pas une thérapeute, vous n'êtes pas dans la posture de la sachante. Non. Du sachant. Ouais. Je ne sais pas si on dit sachante. Du sachant, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a souvent des thérapeutes qui disent « moi, je sais, donc je vais vous ». Ouais, alors, vous touchez quelque chose qui est extrêmement important pour moi, et la maïeusthésie, c'est ça, c'est que on est dans une posture de non-sachant, de non-savoir. Qui suis-je pour savoir mieux que vous ce que vous percevez, ce que vous ressentez, etc., etc. Donc, en fait, c'est vraiment une posture, on pose des questions et au fur et à mesure, on tire le fil, mais avec ce que vous me donnez dans mes questionnements. Et je chemine avec ça. Mais qui suis-je pour savoir mieux que vous? Alors, là où il y a une petite subtilité, c'est qu'il y a la médiumnité qui est là, et que par moment, ça m'est arrivé d'avoir une info et je sais que je suis au bon endroit. Mais, voilà. Et est-ce que c'est le bon moment pour... lui, il l'a pas. Dans son conscient, il l'a pas. Et même quand on se promène dans son inconscient, il n'a pas l'info. Qui suis-je pour lui balancer cette info-là? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que je suis la bonne personne? Et ce qui est assez paradoxal, c'est que les gens viennent vous voir pour ça. Oui. Mais franchement, la maïeusthésie et la médiumnité, ça a été un gros dilemme, un long moment, de me dire, posture non directive, je ne sais pas pour l'autre, voilà, c'est pas à moi d'instaurer mon pouvoir, etc., etc. Et il y a des moments où j'ai commencé à le faire parce que, du coup, il y avait une dichotomie intérieure de me dire, non, là, t'es pas bonne parce qu'il y a quelque chose, ça faisait un peu ça comme ça chez moi. Et un jour, j'ai osé le faire. Un jour, j'ai osé le faire avec une jeune fille, et ça, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Une jeune fille qui vient pour un problème relationnel avec son papa, etc. Donc, on fait la séance, et aucun rapport avec la choucroute, hein, comme dirait l'autre. Elle vient en me disant, moi, mon premier rapport sexuel, je l'ai eu à 13 ans, ça s'est très bien passé. Et paf, elle enchaîne sur papa, maman, tac, tac, tac. Je me dis, pourquoi elle me parle de ça? Et j'ai l'info, et je dis, non, de ce côté-là, ça s'est pas bien passé. On finit la séance, et je lui dis, écoute, parce que ça vraiment, ça tambourinait chez moi. Je lui dis, écoute, je vais te dire quelque chose. Surtout, si ça ne résonne pas, tu ne le prends pas. Mais vraiment, quoi.
Et je lui dis, Sauf qu'en disant l'info. voilà, mais parce que ça me tambourinait Bien sûr, tellement. bien sûr, bien sûr. Et je dis, tant pis, je le fais. Ouais. J'ose. Mm. J'ose, je le fais. Et je lui dis, pour moi, ce qui s'est passé à 13 ans, c'était pas OK pour toi. Et là, elle éclate en larmes, elle éclate en sanglots. Et elle me dit, bah, quand on en a parlé, j'étais OK. Mais au moment de l'acte, j'étais plus OK. Et j'ai pas osé le dire. Et elle dit, oui, je l'ai vécu comme tel. Elle dit, le problème, c'est qu'un jour, j'ai été voir une psychologue. J'ai osé en parler. Et là, la personne m'a répondu, mais mademoiselle, quand c'est oui, quand c'est non, c'est non. C'était un oui, donc vous ne vous êtes... Voilà. Et elle dit, bah, depuis, je me suis fermée. Et je n'en ai plus jamais parlé. Et elle s'est construite avec c'était OK. Et c'était OK, alors que c'était pas OK pour elle du tout. Et je lui ai dit, bah, écoute, si à un moment donné, tu as l'élan, eh bien, on refera une séance. Et elle m'a dit oui. 3-4 mois, elle est revenue. Et aujourd'hui, j'ai des nouvelles et c'est une femme, c'est une pépite. Magnifique. Donc, voilà. Mais c'est à quel moment je le dis, à quel moment je le... C'est ça. Et j'y vais au feeling. Aujourd'hui encore, vous êtes dans cette hésitation-là? De moins en moins. Maintenant, je le propose. Et c'est l'expérientiel, hein, au fur et à mesure aussi, qui a fait que ça fait mouche à chaque fois. Ça fait mouche et ça amène une donnée supplémentaire qui permet à la personne d'avancer. Donc, je m'octroie cette... donc, effectivement, hein, les puristes en maïeusthésie vont dire « oh là là, mon Dieu, non, non directif, etc. » Ben ouais, mais je peux pas être que dans la maïeusthésie. Il y a la médiumnité, comme quand je fais une restitution de thème, et ben à un moment donné, il y a une vie antérieure qui arrive. C'est con de pas donner l'info, surtout que ça parle, ça aide et ça permet d'avancer sur le chemin, quoi. Vous avez dit quelque chose, moi, qui m'a profondément touché et qui m'a même impacté sur l'instant, c'est que vous dites un grand merci. Merci à la vie. Oui. Merci d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Merci, oui, d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et alors là, juste une parenthèse, parce que c'est presque antinomique avec la difficulté de dire pardon. Si vous pouvez dire merci, c'est que vous avez sans doute pardonné. Ou alors, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais, alors je pensais l'avoir pardonné. Je pensais avoir donné le pardon, sauf que j'ai fait une constellation. Okay. Et vu ce qui s'est passé dans la constellation, je ne suis pas encore au pardon. D'accord, okay, d'accord. Parce que vu ce qui a émergé dans la constellation, je ne suis pas encore au pardon. Par contre, le merci, oui, parce que, eh bien, bon, je pense que mes 8 m'ont bien aidé, hein, quand même, à me lever, parce que honnêtement, je pense qu'à un moment donné, j'aurais pu, et de toute façon, à un moment donné, j'ai eu envie de partir, hein, très, vraiment, je le dis sans problème. Mais merci parce que ça m'a amené cette force, cette combativité que j'avais quand même par mes 8, mais vraiment de me dire non, je vais pas me laisser embarquer par ce truc-là. Ça fait partie de moi, ça fait partie de mon passé. Ça vient encore de temps en temps dans mon présent, mais l'objectif, c'est que ça reste là où c'est. Mais c'est surtout, c'est que, eh bien, je peux aider aujourd'hui, de par mon expérience. Moi, les femmes qui viennent me voir et qui me parlent de ça, je lui dis, ouais, je sais. Et je sais que je pense à une jeune fille que j'accompagne en ce moment. Et elle m'a dit, j'ai fait beaucoup de psychologues, j'ai fait beaucoup de choses. Et elle me dit, c'est avec vous que je viens, parce que vous savez. Vous comprenez. Ouais. Et voilà. Et pour la puissance que j'ai, pour la force que j'ai, pour tout ça, pour me permettre d'accompagner l'autre dans son cheminement, dans son chemin, sur son chemin. Merci. Mais ce qui est assez incroyable aussi, c'est que je me demande parfois si c'est pas un peu lourd pour un thérapeute que de devoir... Parce que là, les gens qui vous écoutent vont vous dire, moi, je vais aller voir cette thérapeute-là parce qu'elle sait de quoi je parle et de quoi, etc., etc. Donc, vous êtes en permanence rattaché à votre histoire. Ah non, parce que là, pour le coup, moi, je suis plus chez moi. Hein, parce que là, si je suis chez moi, il y a un gros problème. Je suis avec l'autre, je suis chez lui, je suis dans son histoire. Oui, mais sauf que les gens qui viennent vous voir font la démarche parce qu'ils savent que vous savez. Oui. Eh ben, c'est le point d'accroche. Oui. Et si ça les appelle, eh bien, tant mieux, allons-y. Du coup, moi, je me dis que ça va peut-être être dur parfois pour vous parce que vous êtes en permanence rattaché à votre histoire. Oui, mais alors là, pour le coup, quand je suis avec l'autre,
Elle est Ok, derrière, d'accord. elle n'est pas là. Par contre, parce que là, c'est la thérapeute qui est sur le fauteuil. Mhm. La femme, il y a des moments où effectivement, ça va venir. Mhm. Et là, ça m'emmerde, Mhm. en parlant Mhm, vulgairement, mhm, mhm. parce que voilà. Et je sais que voilà, c'est dans un processus d'apaisement qu'à un moment donné, j'espère arriver Mhm. assez rapidement, si c'était Oui, possible. c'est ça, oui. Euh, Si on pouvait régler l'affaire. Si on pouvait régler l'affaire, allez, s'il vous plaît, les gars, ça serait sympa, quoi. Alors, je regardais évidemment les informations que j'ai parce qu'elles sont toujours elles sont fortes, elles sont intenses et je pense que c'est pas la peine d'aller plus en profondeur dans votre histoire. Mais votre accompagnement est assez fascinant parce que on a le sentiment que quelle que soit la problématique que l'on rencontre, vous avez sans doute un outil qui Oui, permet de régler, ouais. qui permet Enfin, d'accompagner. oui, ouais. Et voilà, encore une fois, hein, je pense que c'est mon 5, hein, j'ai besoin de variété, de diversité, mais il y a vraiment, dans mon accompagnement, en toute humilité, on n'a pas tous le même niveau de conscience. Oui. Sur ce chemin-là, on n'est pas tous sur la même étape. Et donc, j'ai différents outils qui permettent d'accompagner la personne à son niveau. Et encore une fois, il n'y a pas de « oh, t'es pas au même niveau qu'eux », etc. Donc, il y a vraiment des outils de connaissance de soi. La numérologie est un superbe outil. Le diamant de naissance est un superbe Alors, outil. on va en parler parce que je sais pas ce que c'est que le diamant de Alors, naissance. le diamant de naissance, ça allie l'astrologie, la numérologie et la tarologie. C'est-à-dire qu'en numérologie, on fait de la réduction théosophique pour arriver sur une base entre 1 et 9, Ouais. exception faite des maîtres nombres, bien sûr. La tarologie, tous les calculs vont se faire sur une base de 22 qui correspondent aux 22 arcanes majeurs. Et donc, le diamant de naissance, le diamant a 24 facettes du diamant. Il y a 24 maisons qui ont chacune une thématique différente. La maison du masculin, du féminin, de la communication. Pourquoi j'ai choisi papa-maman? Là, ça commence à gratter un peu, etc., etc. Donc, il y a 24 maisons et il y a une lame majeure du tarot qui va nous donner des informations sur comment j'incarne mon féminin, comment j'incarne mon masculin, etc. Donc, c'est un très bel outil qui est, à mon sens, au-dessus de la numérologie. Parce que là, il y a quelle est l'intention de l'âme, l'incarnation de l'âme, la volonté de l'âme, etc. Donc, la numéro, on reste plus dans la matière. Et c'est important d'être incarné, d'être dans la matière. Et déjà de se dire, bon, alors, mes potentiels, mes qualités, mes ressources, mes besoins, etc. C'est ça. Et après, on monte d'un étage. Donc, il y a cette notion de connaissance de soi. Après, il y a le côté thérapeutique avec la maïeusthésie. On va rentrer dans ses propres traumas, le transgénérationnel, etc. Et quand ça coince encore, eh ben, on monte encore d'un étage et on va sur les annales. Donc, Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que on a mis en avant la numérologie, mais votre site internet, c'est la maïeusthésie. oui, parce que il a été créé au début. Au tout début, avec la première formation que vous avez suivie, c'est ça? Ok. Donc, et je pense que ça, c'est important de retenir ça, c'est la palette d'outils dont vous disposez pour être dans votre accompagnement. Et puis, des fois, on fait un petit peu de ci, on fait une espèce de mayonnaise, hein, un petit peu de ci, et tiens, paf, numéro, une vie qui arrive, ou alors, bah voilà, un problème avec la féminité, identification au chemin maternel. Ah bah oui, j'ai un problème avec maman. Ah bah voilà, et puis ah bah la petite, oui, mais quand j'étais petite, et un petit coup de maïeusthésie, et tac, tac, tac. Non, voilà, on a juste, on a juste. Sachant que vous maîtrisez les annales akashiques, moi je suis assez fasciné aussi par ça. J'imagine que vous êtes allé voir un petit peu ce qu'il y avait pour vous. Alors, on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés. D'accord, ok. Hein. Alors oui, bien sûr, pour des problématiques particulières. Mais souvent, des fois, je dis, bah, il y a ça, et mes copines me disent, mais t'as été voir Marie-Zane? Non. Mais bon, après, des fois, je prends pas le temps, etc. Mais c'est vrai que je le fais rarement pour moi, en fait. Quand on a ce potentiel-là, moi, Bah ouais, je sais. Waouh. Bon, des fois, je le fais, voilà, j'ai plus tendance à faire une guidance. Mais bon, après, des fois, les infos, elles arrivent direct. Mais c'est vrai que je me pose rarement pour me dire, allez, les gars, c'est pour moi, c'est pour moi, on y va. Allez, s'il vous plaît. Les cordonniers, hein, à un moment donné, bon. Est-ce que vous avez des enfants? 3 enfants. Des filles? Un garçon et 2 filles. Un garçon, 2 filles. Schéma répétitif, vous avez eu peur de ça? Bien sûr, tellement. Tellement. Et même encore maintenant, hein, et
Du coup, c'est pas bien parce que je cristallise des choses, hein, mais la petite, oui, bien sûr. Fais attention et tu m'appelles et machin. Voilà, et si elle sort en jupe, bien sûr. Est-ce que justement, tout ce que vous mettez en place en tant que thérapeute, toutes les actions que vous pouvez mettre en place aussi, est-ce que couper cette chaîne du transgénérationnel? C'est mon objectif. Ouais, bien sûr. Parce que voilà, hein, peut-être les petits-enfants, bien sûr. Bien sûr, je le fais pour moi, je le fais pour mes aïeuls aussi. Parce que inutile de vous dire qu'il y en a eu avant aussi, hein, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez allé voir un peu dans le transgénérationnel, si vous êtes d'une lignée peut-être de femmes aussi qui ont oui, considérablement souffert de ça. Ah, bien évidemment, oui, ça, oui, j'ai l'info, ça oui. Et bien sûr que pour mes filles, bien sûr, ouais. Non, ça a été, ça reste là par contre, ça reste encore quelque chose qui est cristallisé chez nous. J'ai tellement peur pour elles, bien sûr. Ouais. Mais je trouve ça beau, votre manière d'appréhender votre métier de thérapeute ou d'accompagnante, ou comment vous dites, d'éveilleuse de l'être, ou de veilleuse de l'être, pas d'éveilleuse, veilleuse de l'être. Ouais. Je trouve ça beau parce que on sent en même temps qu'il y a cette expertise et cette fragilité chez vous. Mais alors la fragilité, elle est là depuis peu. Hein. Et mon 8 en action, hein, donc j'ai été une guerrière pendant des décennies et des décennies. Ça, c'est la survie. Oui, exactement. Pulsion de survie, que ça. Donc ça a été une grosse... mes 50 premières années. De toute façon, vous êtes obligés, sinon vous crevez. Hein. Dans le milieu familial dans lequel j'étais, avec la violence qu'il y avait, soit on est là-dedans, sinon on tombe. Et voilà. Et effectivement, j'ai eu un événement de vie qui a été extrêmement difficile, mais qui m'a mise plus bas que terre. Et j'ai accueilli cette vulnérabilité que je me refusais complètement d'accueillir avant. Donc, ma féminité non plus, bien évidemment, ça allait avec. Et je m'autorise cette fragilité, cette vulnérabilité aujourd'hui, qui est essentielle à mon sens. Bravo. Katia Lebrun, vous allez évidemment, tout autour de cette vidéo, vous aurez tous les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec Katia, qu'on peut consulter à distance, j'imagine. Hein, la visio que vous faites. 90%, c'est de la visio. Ouais. Vous vouliez un petit mot de conclusion? Je suis très heureuse d'avoir fait. Je suis très heureuse. C'était pas trop éprouvant que de parler de soi comme ça et de mettre à jour peut-être des choses il y a peut-être des gens qui vous connaissent très bien, qui pensent vous connaître très bien. Oui, je pense que ça va pas plaire à la famille non plus, mais c'est pas grave. Ok. J'assume complètement. Okay. Oui, hein, je suis celle qui révèle. Hein, donc là, ça va être encore plus. Donc peut-être qu'il va y avoir encore plus de foudre. Mais je l'assume complètement. Mais vous êtes prête à ça? Ah non, il faut lever les voiles. Il faut lever les voiles. C'est hyper important. Il faut libérer la parole. C'est obligé. Après, on peut comprendre que ce soit difficile, que ce soit extrêmement effrayant. Ah, mais attendez, moi j'ai... D'où l'intérêt de se faire accompagner. Oui, je l'ai dit à mon père, j'avais 50 ans. Donc bien sûr que c'est difficile. Mais c'est existentiel. Et comment cette information a été accueillie? Difficilement. Oui. Katia Lebrun, vous notez, vous consultez, vous appelez, vous prenez rendez-vous, ne serait-ce que pour avoir déjà ce premier échange. Hein, avec grand plaisir. Voir quelle serait en tout cas la pratique susceptible de vous aider au mieux dans votre cheminement. Si vous êtes 8, alors là, vous allez vous ressentir tout de suite. Hein, on va se régaler. Ça c'est déjà une magie directe. Et puis, sinon, évidemment, je vous remercie infiniment, Katia, d'être venue. Un grand merci à vous. Merci de votre sincérité, merci de votre authenticité et de cette fragilité encore en cheminement. Qui est bien. Mais je pense que c'est aussi ce qui fait la qualité d'un bon thérapeute. C'est de garder aussi qu'il n'y ait pas cette carapace du sachant et du thérapeute qui maîtrise son art à 200%. C'est primordial. C'est primordial. Merci à tous. Commentez avec bienveillance comme toujours. Partagez et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.